Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme. Petit point transfert numéro 2. On va revenir sur les dernières infos transferts, sur un petit peu tous les contrats. Donc, comme d'habitude, je donnerai mon avis. Est-ce que je trouve que c'est un bon choix, un mauvais choix, que ça soit pour le concurrent ou la concurrente et le coureur. Et puis, on verra un petit peu deux autres infos également. Une retraite qui a été annoncée. Et puis une mise en pause de carrière également qui a été annoncée il y a quelques jours. Enfin, c'était même, je crois, vendredi, pour tout vous dire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris, qui sont vos surprises dans ces transferts plus que vos favoris. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Short TikTok juste après l'arrivée, notamment des étapes en ligne du côté de la Vuelta. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Bah si, n'hésitez pas également, si vous voulez soutenir mon travail, à cliquer rapidement sur les miniatures et sur les notifications quand vous avez la petite cloche d'activer. Et puis donc là maintenant, on va attaquer la Vuelta et puis il y aura les Paralympiques bientôt. On commence tout de suite avec la première annonce, le retour sur la route de Pauline Ferrand-Prévot du côté de Visma Leasebike. C'est retour à la maison presque, parce que je rappelle que elle a été chez Rabobank du côté de Pauline Ferrand-Prévot. Alors même si je crois que la Rabobank, à chaque fois j'ai un doute si c'est SD Works qui était la base de la Rabobank chez les filles, je ne sais jamais. J'ai toujours un doute, mais pour moi c'est un bon choix parce que bon, tu vois déjà que Marianne Vos n'est plus toute jeune. Oui, c'est Liv. Alors oui, non, c'était devenu Liv, voilà, la Rabobank. Donc c'est pas la même structure, mais en gros, enfin la Rabobank c'était coupé en deux à un moment, et c'est vrai que c'est un peu différent. La Visma n'est pas la suite de la Rabobank, contrairement aux garçons. Il y a une différence. C'est pour ça que j'ai toujours un doute parce que toujours une petite différence de ce côté-là. Non, c'est un bon choix parce que Visma n'a pas de grande grimpeuse. Donc déjà, pour la formation néerlandaise, c'est déjà un bon choix. Et pour Pauline Ferrand-Prévot, c'est une équipe qui a quand même des bonnes équipières. Il leur manquait, je pense, la leader. C'était ça le problème de cette structure. Mais dans cette équipe, il y a des bonnes concurrentes. C'est-à-dire que cette formation, il y a quand même Anna Anderson, par exemple, qu'on a vu sur le chrono. On a Van Empel qui est pas mal aussi. Vous avez Margot Viger également, qui n'est pas sur ce Tour de France féminin, mais qui est une fille intéressante. Donc je dirais que la base de l'équipe est pas mal. Après, c'est sûr que la SD Works aurait été mieux, la FDJ ça aurait été mieux, mais bon, la FDJ, il va y avoir beaucoup de concurrentes. Du côté de la SD Works, on a aussi énormément de talent, plus au retour de Van der Breggen. Visma, c'est plutôt un pas mauvais choix. Voilà, je trouve du côté de cette structure d'aller dans cette formation. Et puis on va voir ce que ça va donner du côté de cette équipe avec une structure où tu sais qu'il y a du niveau. C'est-à-dire que c'est une structure où il y a du talent, c'est une structure qui sait faire. Donc ça va être intéressant autour de Marianne Vos notamment. Puis c'est une équipe World Tour. Enfin voilà, donc elle sait qu'elle pourra avoir des bonnes concurrentes. Et puis c'est aussi construire sur l'avenir. Les résultats arriveront peut-être pas tout de suite pour Pauline Ferrand-Prévot. Parce que c'est presque là l'interrogation du côté de Pauline Ferrand-Prévot, c'est que revenir sur la route après avoir fait un passage aussi important du côté du VTT, c'est pas forcément évident. Ce sont pas les mêmes types d'efforts. Alors même si la longueur des efforts du VTT chez les filles se rapproche un peu plus de ce qu'on a parfois sur la route chez les filles, mais Pauline Ferrand-Prévot, je crois, n'a pas fait de route quasiment depuis 2018, un truc comme ça, ou de manière vraiment épisodique.
Donc ça fait 5 ans, plus de 5 ans même, 6 ans quasiment, qu'elle a très peu roulé sur la route. Il va falloir retrouver des automatismes. T'as beau avoir du talent, il faut quand même retrouver des automatismes sur la route. Donc ça va être important sur les premiers mois de retrouver tout ça. Et puis après d'aller sur le Tour de France. Et puis elle l'a dit, l'objectif est de gagner. Le Tour de France, c'est pas juste de participer à cette course. De toute manière, j'ai envie de dire, sur le VTT, elle avait plus grand chose à démontrer, vu son palmarès. Donc aller sur la route était assez compréhensible. Et comme Ineos n'avait pas de structure, n'a pas l'envie pour le moment d'avoir une structure féminine, parce que ça aurait pu être la bonne idée de se lancer du côté du cyclisme féminin, eh bien, Pauline Ferrand-Prévot a dû aller dans une autre équipe. Et je pense que la Visma Leasebike, c'est pas un mauvais choix. On sait que c'est une belle structure du côté du cyclisme féminin. Donc, bonne idée. Et en plus, peu de concurrence à son poste. Là, c'est la deuxième bonne idée également. On poursuit avec d'autres transferts prolongation. Donc à chaque fois, je me base sur les informations du site du groupe Eto. À chaque fois, c'est l'habillage de ce que fait le groupe Eto sur Twitter. Jonas Abrahamsson qui prolonge, vu son Tour de France avec le maillot à pois, vu son travail également dans l'équipe, notamment dans le travail pour amener les sprints. Moi, je pense que c'est un excellent choix qu'Uno-X arrive à le conserver, parce que je pense qu'il pouvait être légèrement convoité, Jonas Abrahamsson, donc je pense que c'est une bonne idée. Grignard et Liam Schlock qui prolongent. Sébastien Grignard, c'est un bon choix pour moi. Très bon coureur. Liam Schlock, je regardais un petit peu son palmarès à Liam Schlock, il a 23 ans. Il a fait 4e cette année de la Polynormande, 2e l'année dernière de l'Olympia Tour. C'est un coureur qui donc est depuis 2023 professionnel chez Lotto, mais qui était dans la formation de la Lotto U23 auparavant. Coureur qui doit faire même une grosse fin de saison sur les classiques. Je le vois notamment sur le Grand Prix d'Isberg, on le voit sur le Umloot van het Outland, sur Binche, Chine-Binche. Également la Sparkassen Mustangero aussi de prévu. Donc il va avoir une grosse fin de saison. Non, c'est un coureur qui a fait 20e de Paris-Roubaix cette année, 14e des 4 jours de Dunkerque. Gros travail d'équipier également du côté de l'Amschlock. Donc je pense que c'est pour ça qu'on le conserve du côté de cet effectif. Et puis vous voyez également Paul Debel, le coureur qui est chez Polti Cometa. 3e du dernier Tour de Turquie. 2e d'une étape du Tour de Slovénie cette année également, 14e du Tour de République tchèque, 7e du Giro del Apennino également au mois de juillet, 6e du Tour de Slovénie. Donc non, il y a eu des résultats, 7e du Tour des Abruzzes aussi, 13e de la Semaine internationale Copier-Bartali. Il a eu des résultats où il a pu se montrer 11e également de la Tour de la Communauté de Valence. Donc voilà, pas mal de résultats, et c'est vrai que le problème de Polti, c'est qu'aujourd'hui c'est une équipe qui n'est pas suffisamment forte pour obtenir des résultats. Voilà, Polti Cometa, on sait que c'est trop léger. C'est pour ça que Fortunato est parti. C'est pas une équipe, c'est une équipe dans laquelle tu passes. Tu restes pas normalement chez Polti Cometa. Et même s'il y a un peu plus d'argent, c'est un peu léger. En plus, ils veulent garder Lonardi, par exemple. Donc c'est-à-dire que forcément quand tu veux garder certains coureurs, ils veulent garder également Piganzoli en plus de Lonardi. Forcément tu as moins d'argent pour le reste de tes coureurs. Donc ça a joué, je pense, sur le fait que Debel rejoigne la Jayco Alula. Ça peut être le bon coup pour lui aussi. Contrat de 2 ans dans une formation qui a certes des leaders, mais Simon Yates pas. Eddie Dunbar a une année compliquée. Donc ça peut donner des opportunités sur des courses par étape de 1 semaine. Et puis pourquoi pas participer aussi à son premier grand tour, parce que c'est un coureur qui n'a, à 28 ans, toujours pas participé à un grand tour de sa carrière, vu qu'il est resté pendant très longtemps en Continental. Et ensuite il était chez Human pour Red Earth jusqu'en 2023. Donc il a fait qu'une saison chez Polti Cometa. Il a une saison quand même très intéressante en termes de résultats.
vu qu'il a marqué 353 points UCI en ayant fait 0 Grand Tour et 0 épreuve World Tour également, que des Pro Series au maximum sur son année, donc c'est plutôt pas mal. De toute façon, c'est sa meilleure saison chez les pros en 2024, hein, Paul Dubble. Donc c'est le bon moment de tenter le passage en World Tour. Des transferts encore avec Kamel Beaunieu qui rejoint Intermarché. Bon choix. Non, bon choix, Kamel Beaunieu. Flanders, la team Flanders, c'est compliqué, hein, on va pas se mentir. Ça fait quand même depuis 2 ans où je dis, et ça fait partie des équipes qui n'ont presque plus leur place en deuxième division. Les budgets sont pas assez grands. L'idée même de cette équipe au départ, Flanders classique, Top Sport Flanderen, également auparavant, ce sont des équipes qui avaient pour objectif de former des jeunes coureurs pour les structures World Tour belges, notamment la Lotto, la Quick Step. Sauf que à la fois la Lotto, à la fois la Quick Step, à la fois Intermarché aussi en Belgique, ont maintenant des structures réserves. Donc ils ont du mal quand même déjà à avoir les meilleurs jeunes dans leur équipe. Et ensuite, comme ils n'ont pas les meilleurs jeunes, ils ont du mal à avoir des résultats, hein. Flanders baloise, la team Flanders, je ne sais plus comment il faut appeler cette équipe. Je crois qu'ils sont 60e UCI, classement UCI par équipe. Enfin, ils sont très loin. Ils vont bientôt peut-être plus pouvoir participer aussi aux courses World Tour, notamment en classique de début de saison. Et cette année, à part Kamel Beaunieu, c'est vrai que dans cet effectif, il n'y a pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent. Donc Intermarché qui le recrute, je pense pas que ça soit un gros salaire. C'est une opportunité pour cette structure qui va peut-être essayer de se relancer, puisque l'année 2025, il y a eu des bons résultats avec Guermeil, mais c'est vrai que collectivement, ça n'a pas été si fantastique que ça. S'il n'y avait pas eu du grand Guermeil sur le Tour de France, vraiment l'année serait pas excellente du tout. Donc il faut retrouver aussi un petit peu de densité dans le collectif. Et puis un Kamel Beaunieu, c'est un mec qui peut peut-être gagner 2-3 courses, genre Coupe de France, genre Coupe de Belgique en puncher, donc ça peut être intéressant. Changement d'équipe également pour Koen Bouman qui rejoint la Jayco Alula. Là aussi, opportunité. De toute manière, chez Visma, il était équipier et puis forcément sur les grosses courses, Koen Bouman. Il avait du mal à être présent sur les grands tours. Il n'a pas dû en faire beaucoup dans sa carrière, Koen Bouman. Je n'ai pas vérifié, mais je dirais qu'il y a peut-être 4-5 grands tours, mais pas beaucoup plus. Donc, ce qui fait qu'à 30 ans, il y a un moment, il faut tenter de changer d'air. Jayco Alula, encore une fois, c'est une équipe qui perd Simon Yates, donc qui a des opportunités à prendre du côté de cette structure pour aller chercher, pourquoi pas, des résultats sur des courses plus importantes pour avoir un statut un peu meilleur que la Visma Leasebike, où là c'est plombé avec Jan Uijtdebroek, avec Sapkus, avec Vingegaard, donc et même avec les seconds couteaux qui sont meilleurs que toi. Donc c'est vrai que comme Bouman, là encore, ça peut être intéressant pour la Jayco. Et puis ça peut être intéressant également pour du Zana, pour du Eddie Dunbar, pour du Chris Harper aussi. Ça peut être un équipier important aussi, peut-être un lieutenant important. Donc je pense que c'est bénéfique à la fois pour lui et à la fois pour l'équipe. Gebrselassie, prolongé. Moi, j'ai jamais compris comment l'année dernière, lui, il a pu se retrouver prolongé vraiment la dernière minute par la Trek. Et pourquoi il a eu que des contrats d'1 an. Parce que je trouve que c'est vraiment un super équipier. C'est vraiment un mec à la team de Klerk, pour moi. Et je suis assez surpris qu'il n'y ait pas plus de monde qui se batte un petit peu pour l'avoir. Parce que quand tu as un sprinter, avoir un coureur de ce type-là qui est capable de contrôler des échappées, et sans qu'on soit obligé d'utiliser 4 coureurs pour faire ce travail-là, c'est toujours intéressant. Et Gebrselassie, c'est vraiment dans la même idée que Team de Klerk. Donc je comprends difficilement comment d'autres équipes se sont pas battues pour l'avoir il y a un certain temps. Mais là, oui, le prolonger d'1 an, même oui, il va aller jusqu'en 2026. Mais ça, c'est plutôt une bonne idée. Voilà, du côté de la Lidl Trek, surtout qu'il a 29, donc dans 2 ans, il aura que 31, qui sera encore très jeune. Puis Julien Vermote, qui prolonge, il était arrivé chez Visma cette année pour un contrat d'1 an, on le prolonge. Pour les classiques flandriennes, tout simplement, Julien Vermote. C'est son rôle.
Peut-être également dans un rôle pour le train d'Olaf Koy, mais surtout pour les Flandriennes. Ça reste un coureur qui est un bon équipier. Après, c'est sûr que c'est pas lui qui va te faire gagner des courses. Après, moi je suis content pour lui parce qu'aller chez Visma, ça veut dire, je pense que le salaire doit quand même être là. Du côté de Julien Vermote, c'est mieux que s'il était en continental, notamment. Et pour Visma, bah, il coûte pas très cher par rapport à d'autres coureurs. Et je pense que c'est un équipier qui fait du bon boulot. Donc pourquoi pas le prolonger d'un an. Après, il aura 36. Il faudra voir ensuite s'il continue ou non. Julien Vermote après 2025. Autre changement d'équipe, Charman qui rejoint la Soudal Quickstep, qui retourne du côté de la Soudal Quickstep parce qu'on le sait pas énormément, c'est que Charman a commencé du côté de la Soudal Quickstep. C'est bien pour Remco Evenepoel, ça fait un équipier en plus potentiellement pour Remco Evenepoel pour la montagne. C'est surtout très intéressant Charman, c'est sur les classiques. Parce que c'est un vrai coureur d'Amstel, notamment il a déjà fait des très bons résultats sur l'Amstel, mais sur ce type de profil-là, pour moi c'est un vrai équipe, ça peut être un super équipier pour les classiques, pour Remco Evenepoel. Et pour le pôle classique, ça peut être vraiment très très bien. Bon rouleur aussi, donc c'est vrai que ça peut peut-être aussi être intéressant pour Specialized, notamment parce qu'il passe. En plus, l'avantage pour lui, c'est qu'il va passer d'un vélo Specialized à un vélo Specialized. Ça, c'est l'avantage aussi. Donc c'est peut-être que ce que voulait Charman, c'est pas changer de marque de vélo. Et il y a des opportunités parce que Remco Evenepoel peut pas faire toutes les courses de l'année, peut pas faire toutes les classiques de la saison. Sur l'Amstel par exemple, Charman c'est vraiment un coureur qui est intéressant. Et puis sur les courses par étapes d'une semaine, style Paris-Nice, les courses d'une semaine qui sont pas extrêmement dures, on va dire où il n'y a pas de la haute montagne, c'est un coureur qui est intéressant. Donc le voir chez Soudal, pour moi c'est un bon équipier pour Remco Evenepoel. Donc c'est un vrai apport pour la structure de Patrick Lefebvre. Et pour Charman, soit il arrive à se relancer et ça pourrait faire des super résultats. Parce que c'est vrai que chez Soudal Quickstep, il est moins barré que dans d'autres que chez Bora, enfin chez Red Bull Bora Hansgrohe. Donc ça peut être vraiment un vrai avantage pour Maximilian Charman. Donc oui, moi je pense que c'est un bon choix pour les deux, à la fois pour Quickstep et à la fois pour Bora, Red Bull Bora Hansgrohe. On poursuit, d'autres transferts. Marc Hirschi qui rejoint la Tudor jusqu'en 2027. Très bon choix de Marc Hirschi. De toute manière, il était barré chez UAE. Et je vous l'ai dit, je vous l'avais dit lors de la classique à San Sébastien. Je vous ai dit, ce mec-là, quand on lui donne les clés du camion, il se plante quand même assez rarement. Et pour moi, le problème, c'est que chez UAE, tu peux pas lui donner les clés du camion parce qu'il y a Pogacar, parce qu'il y a McNulty, parce qu'il y a Juan Ayuso. Voilà, parce que sur ce profil puncher, c'est, je crois, encore pire que chez les grimpeurs. Chez UAE, c'est vraiment sur le profil puncher. Il y a beaucoup trop de monde. Tu vois, même Alessandro, par exemple, un autre coureur qui devrait quitter UAE, c'est Alessandro Covi. Aujourd'hui, Alessandro Covi, on le voit quasiment plus. Dans une autre structure, il aurait un rôle de leader parfois. Mais voilà, Marc Hirschi, fallait qu'il parte. Tudor, c'est un bon choix parce que c'est une équipe de deuxième division. Ça veut dire que même sur les courses par étapes, il va peut-être avoir un statut de leader. Et c'est quelque chose, je pense, qu'il souhaite. Autre bonne chose, c'est que c'est une équipe suisse, donc c'est sûr que pour Tudor, c'est un bon choix d'aller récupérer les meilleurs coureurs suisses, et ça a toujours été dans l'ADN de l'équipe. Avec Fabian Cancellara derrière, c'est d'aller récupérer les meilleurs coureurs suisses. Ça a peut-être aidé aussi, je rappelle que Cancellara est agent de Marc Hirschi, donc voilà, comme il est derrière aussi la structure Tudor. Alors, je ne sais plus s'il est encore agent de Marc Hirschi, mais forcément ça a été un avantage, un petit retour au pays. Et puis là aussi, il y aura l'opportunité d'aller sur les grands tours l'année prochaine parce que Tudor a montré des bonnes choses. Si en plus ils arrivent à recruter Julien Alaphilippe, ils seront l'année prochaine sur le Tour de France, ça c'est sûr. Donc Marc Hirschi, c'est un très bon choix. Et puis pour les classiques ardennaises, Hirschi, tu sais très bien que c'est du top coureur. Donc la Tudor là fait un bon recrutement. Fabien Linhart. Retour à la maison aussi pour lui. Je vais pas vous mentir que c'est surtout un équipier et que c'est pas forcément le coureur qui m'a le plus marqué par sa carrière, Fabien Linhart.
Donc ouais, en fait, l'un des rares coureurs suisses importants qui est pas chez Tudor, c'est Stefan Kung et Bissegger. C'est les deux plus gros qui sont pas chez Tudor. Parce qu'ensuite, derrière, tout le monde est chez Tudor. Donc ouais, Fabien Linhart, bon, c'est un choix de carrière pour lui. Après, je sais pas trop ce qu'il va apporter à la Tudor. Peut-être sur le train des sprinters. Peut-être qu'on a vu qu'on était un peu trop léger de ce côté-là. Mais à part dans ce domaine-là, je ne vois pas trop ce qu'il va apporter du côté de l'équipe suisse. Laurens Pitty, ça s'était annoncé un petit peu comme Lenny Martinez depuis assez longtemps, qui rejoint la Red Bull Borans-Grohe. C'est pas un mauvais choix pour la Red Bull Borans-Grohe parce que sur les Flandriennes, c'est pas l'équipe qui est la mieux dotée, loin de là. Après, Laurens Pitty, pour les sprints, Red Bull Borans-Grohe n'a jamais privilégié les sprints. À part à l'époque Sagan, mais bon, on voit que depuis 3-4 ans, ils veulent des victoires en montagne. Donc là, je pense que ça va être un peu compliqué pour Laurens Pitty, mais c'est un coureur qui est très bon sur les classiques. C'est là où il est très costaud. Et c'est vrai que ça va peut-être être un avantage de rejoindre cette structure, même si pour moi, rester chez Groupama aurait pas été un mauvais choix. Parce que chez Groupama, tu as aussi une équipe qui, sur les Flandriennes, est quand même plus solide, me semble-t-il, que la Red Bull Borans-Grohe. Et au niveau sprinter, tu n'avais que Paul Penouet en adversaire. Et je pense qu'on n'aurait pas hésité à te mettre sprinter numéro 1 l'année prochaine, encore une fois sur un Giro, sur un Tour d'Espagne. Ce qui ne sera, je pense, pas le cas pour Laurens Pitty chez Red Bull Borans-Grohe, parce qu'on privilégie encore une fois les classements généraux depuis quelques années dans cette structure. Mais pour les Flandriennes, bon, bah, voilà, c'est une idée. Je pense que le budget aussi doit avoir un bon salaire. Parce que je pense que chez Groupama, il n'avait pas le meilleur salaire, parce que c'était les jeunes qui étaient arrivés de la Conti. Mais bon, après, des fois, il faut réfléchir entre le salaire et la possibilité d'évolution de carrière. Et là, je me dis que il y a peut-être un petit souci de ce côté-là pour Laurens Pitty. Par contre, pour Red Bull Borans-Grohe, très bon choix, parce qu'il recrute un coureur qui a été très marquant sur la séquence des classiques, donc qui se renforce forcément du côté des classiques, où ça vrai que depuis le départ de Nils Politt, ils avaient un petit peu disparu dans ce domaine-là, donc là c'est forcément très intéressant pour eux. Et puis l'avantage aussi, c'est que Laurens Pitty, ça fait partie des sprinteurs qui passent un peu les bosses. Donc là aussi, ça peut aider pour un grand tour, pour une course par étape, de l'avoir. Autre renouvellement de contrat, on va parler de la Groupama. Olivier Legac et Enzo Palini qui prolongent. Olivier Legac, pour moi, c'est un bon choix parce que c'est vraiment un super coureur, que ça soit sur les sprints, que ça soit sur les Flandriennes. C'est vraiment l'équipier important, l'homme de l'ombre, vraiment très important. Donc pour moi, c'est un bon choix. Enzo Palini, on l'a vu sur le Giro. Notamment Enzo Palini, c'était dans la fameuse étape Benjamin Thomas, remportée par Benjamin Thomas. C'est lui qui attaque en premier dans le dernier kilomètre. Après, jusqu'à maintenant, j'ai pas été émerveillé par le talent d'Enzo Palini. Donc, bon, on le prolonge jusqu'en 2026 en plus. On le prolonge quand même 2 ans. Bon, on verra ce que ça donne. Après, dans 2 ans, il aura 24. S'il n'y a toujours pas eu de résultat à 24 ans, là, ça sera un petit peu plus inquiétant. C'est un peu pareil pour Martin Schwrecek. Qui prolonge du côté de la Soudal Quick-Step. Je regardais un petit peu ses résultats à Schwrecek parce que je me souviens de sa 3e place au championnat du monde en 2023, au championnat du monde espoir. Cette année, ça a été calme sur certaines courses. Il fait quand même 2e sur le Tour de Slovaquie lors de l'étape 1. Vainqueur du Gulegem Corse, qui est une course nationale belge. Et je regardais un petit peu les résultats sur 2024, c'est pas exceptionnel. Voilà, je pense que parce qu'il avait fini derrière Morgado et Axel Laurence, c'est parti des bons coureurs qui étaient dans ce petit groupe-là, qui avaient réussi à être costauds. Mais ouais, pour l'instant, pas totalement émerveillé par le coureur tchèque. Mais je pense que Soudal Quick-Step doit se dire il y a certainement un talent
chez Zvrechek. C'est un coureur sur lequel il mise quand même depuis juillet 2022. C'est là où il a signé son contrat dans cette structure. Donc ça fait quand même quelques temps qu'il mise sur lui. Maintenant, ça serait bien l'année prochaine qu'il y ait les résultats pour Zvrechek. Donc voilà, une prolongation d'un an de contrat. Mais là, je pense qu'on attendra des résultats l'année prochaine pour le coureur tchèque. Parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, ça a été calme en termes de résultats. Terrada qui prolonge chez Astana, bah oui, c'est un bon choix. Alors pour Terrada, parce que Astana, bah, je pense s'améliorer. Ça commence déjà. On va le voir avec un transfert un petit peu plus tard. Donc forcément, au niveau puncher, il va y avoir des progrès. Que Terrada, dans d'autres structures, aurait peut-être pas ce statut presque de leader qu'il a chez Astana aujourd'hui, et avec des moyens supplémentaires, ça va peut-être être intéressant. Et puis pour Astana, autant ils ont perdu un grand coureur, on y reviendra plus tard, mais il ne fallait pas perdre tous tes top leaders. Donc c'est sûr que conserver Harold Terrada, ça rassure aussi un petit peu, je pense, les investisseurs chinois, et c'était une bonne idée de réussir à le conserver. Et puis Patrick Gamper, qui rejoint la Jaico Alula. Bon baroudeur, Gamper, on l'a vu, notamment sur le Tour des Alpes, mais aussi bon équipier. Voilà, donc je pense que ça peut aider notamment à un train de sprinter, Gamper. Hein, dans les mecs qui peuvent rouler longtemps derrière des échappées, je pense qu'il peut être pas mal. Donc contrat jusqu'en 2026, ça peut aider donc Caleb Ewan, ça peut aider également Dylan Groenewegen, les deux sprinters. Et puis voilà, c'est un coureur aussi qui est capable de te protéger sur le plat, donc ça peut aider aussi un Eddie Dunbar ou un Philippe Ozana du côté des grimpeurs de cette formation. Quand je vous parlais d'une perte de leader, c'est Lutsenko qui rejoint Israël pour 2026. C'est pas un mauvais choix pour Israël, parce que alors même si il a plus de 30 ans, Israël se retrouve quand même à avoir beaucoup de coureurs qui ont un âge canonique, notamment Fuglsang, notamment Froome, et qui sont plus en capacité d'obtenir des résultats forcément sur des grandes courses. Lutsenko, pour moi, sur les classiques punchy, il est toujours capable de faire des choses. Sur les grands tours, c'est quand même un mec qui a déjà fait top 10 au général. Alors certes, sans faire de bruit, mais c'est toujours un mec qui est capable de faire top 10 d'un général, d'un grand tour. Je pense que l'histoire avec Astana, ça fait quand même depuis 2 ans qu'on sent qu'avec Astana, c'est pas que c'est pas la grande entente, c'est qu'il y a une lassitude. Je pense il y avait une lassitude chez Lutsenko dans cette structure. Ça faisait depuis 2013, je crois. Il était aussi dans l'équipe continentale Astana. Hein. Il a fait toute la filière Astana, vu qu'il était kazakh. Et je crois qu'il commençait à y avoir un petit peu une lassitude du côté de Lutsenko. Au niveau des résultats, c'était pas forcément fantastique ces derniers temps. Donc de le voir changer d'air, c'est pas une mauvaise idée. Et puis Israël, tu sais que c'est une équipe qui a de grandes chances quand même l'année prochaine, enfin en 2026, d'être en World Tour. Donc c'est forcément avantageux. Alors que chez Astana, en plus peut-être quand il a négocié avec Israël, Astana n'était pas sûr d'avoir des investisseurs chinois. Donc ça a peut-être joué aussi dans le choix de Lutsenko de savoir qu'il va être sur les grosses courses encore l'année prochaine, qui sera certainement au World Tour en 2026. Et du côté d'Israël, ça permet de faire un petit turnover par rapport à des Fuglsang, notamment des Froome, de ce type de coureurs-là, qui ont Simon Clark aussi, qui commence à avoir un petit peu un âge canonique. Donc Lutsenko, ça peut t'apporter beaucoup. Je pense notamment sur les classiques, notamment les classiques ardennaises, et même les classiques type Strade Bianche aussi, ça peut être un cours intéressant. Et puis on l'a vu cette année sur l'étape du Tour de France avec les chemins de terre, notamment Anthony Turgis peut lui dire merci, parce que c'est lui qui a roulé pendant très longtemps derrière Jasper Stuyven. Autre prolongation, Casper Pedersen, Milan Menton. Moi, Milan Menton, je l'aurais pas prolongé. Autant j'ai bien aimé sa première année chez Lotto, autant je trouve que la deuxième année, depuis la Vuelta, il met pas vraiment un pied devant l'autre. Depuis la Vuelta 2023, il met pas vraiment un pied devant l'autre, Milan Menton. Certes, il y a eu quelques résultats, là, je crois, sur la... J'ai vu, pour vous dire, cette année, j'ai vu très peu de courses avec Milan Menton. Je crois que sur la deuxième partie de saison, il y a eu quand même
quelques résultats. Mais de là, le prolonger, est-ce que j'aurais pas plutôt préféré miser sur un jeune? J'aurais peut-être misé sur un coureur plus jeune, même si à 27 ans, il y a encore une capacité de progrès chez Menton. Mais ouais, je sais pas si l'auto a bien fait de le conserver. Après, c'est vrai que ça te permet d'avoir un autre sprinter avec Arnaud Delis. Donc le fait d'avoir perdu Caleb Ewan fait que tu n'as plus vraiment de doublette. Mais est-ce qu'il n'y avait pas d'autres coureurs qui pouvaient être disponibles, intéressants? Tiens, par exemple, Axel Laurence, qui est chez Alpecin, qui est en fin de contrat. Est-ce que l'auto n'aurait pas pu être intéressé par un Axel Laurence plus que de renouveler Milan Menton? C'est une question qu'on peut se poser. Casper Pedersen, équipier, bon équipier. Donc oui, c'est un bon équipier voilà, pour des leaders en montagne, pour les protéger du vent. Donc c'est pas forcément un mec de toute manière qui pouvait prétendre à avoir une place de leader même dans une équipe de deuxième division. Et puis si c'est pour avoir une place de leader et faire 15e des courses ou 20e des courses, c'est pas forcément intéressant. Je suis pas sûr que Uno X par exemple était intéressé d'avoir un Casper Pedersen, donc le fait de prolonger c'est pas plus mal pour le coureur danois, et puis je trouve que c'est un coureur qui progresse. Clément Braz Afonso qui rejoint la Groupama. Bon choix parce que très bon jeune coureur chez CIC. CIC, c'est une formation qui forme pour les autres. Et Clément Braz Afonso, on l'a beaucoup vu depuis le début de saison. Alors c'est un profil à la David Gaudu. C'est une crevette, voilà, pour vous expliquer. Donc c'est vraiment profil pur grimpeur. Clément Braz Afonso, plutôt grimpeur puncher. Je pense que sur le chrono, c'est pas un coureur qui est exceptionnel. Par contre, ouais, c'est un coureur qui est capable d'être performant aussi sur des classiques. Clément Braz Afonso, je pense. Donc il coûte pas très cher, je pense également. Il a déjà une bonne formation avec CIC. Donc voilà, c'était un bon coup à tenter, je pense, du côté de la Groupama, surtout quand tu n'as pas un budget énorme, forcément extensible, du côté de cette structure. Et puis Finn Fischer-Black qui rejoint la Red Bull Borans-Grohe. Bon choix en tant qu'équipier, mais moi je pense que Finn Fischer-Black, c'est un coureur qui peut devenir leader dans les années à venir. Donc, tu sais, si ton Jane Lane n'est pas au top, si, je sais pas, Daniel Felipe Martinez a de nouveau des soucis comme à l'époque Ineos, un Finn Fischer-Black ça peut être pas mal, et puis ça peut vraiment épauler en montagne. Et je pense que du côté de la Red Bull Borans-Grohe, on a besoin de coureurs qui savent épauler en montagne. On a perdu en plus Bob Jungels, qui rejoint Ineos, donc c'est pas un mauvais choix de recruter Finn Fischer-Black. Et puis s'il est comme sa sœur, ça progresse vite d'une année à l'autre chez les Fischer-Black, donc ça peut être pas mal également d'aller le recruter. On continue avec les transferts. Emmanuel Bourman qui rejoint la Cofidis. Pour la Cofidis, pour moi, c'est un bon recrutement. C'est un peu comme Dylan Tuns. C'est des coureurs qui vont forcément apporter à l'équipe par rapport à ce qu'ils ont actuellement. Voilà, ça va augmenter la densité de l'équipe et il les recrute à 32-31 ans. Donc c'est encore des coureurs qui peuvent apporter des choses pendant 2-3 ans. Donc ça c'est toujours intéressant. Emmanuel Bourman en plus j'ai l'impression que c'est un contrat d'1 an. Donc ça marche pas. La prise de risque est quand même assez limitée, que ça soit pour lui mais également pour l'équipe française. Et c'est un coureur qui peut peut-être être un peu sur le profil de... Enfin, c'est un très bon grimpeur. Bon, Guillaume Martin est parti aussi, donc il faut trouver quelqu'un peut-être pour remplacer Guillaume Martin. Il y a Pugeschke aussi qui va prendre sa retraite. Donc Dylan Tuns et Emmanuel Bourman, ça peut être une doublette intéressante en montagne. C'est pas des mecs qui vont te gagner des Tours de France. C'est peut-être pas des mecs même qui vont te gagner des grands tours, mais c'est des mecs qui sont capables de faire entre 8 et 13 ou 14. C'est des mecs qui sont capables d'apporter des points au niveau UCI. Et c'est important pour Cofidis pour l'année prochaine, parce que cette année, ça n'a pas été fantastique. Donc Emmanuel Bourman, ça peut être intéressant. Ça peut être aussi une autre mentalité, une autre manière de faire. Et puis, il avait besoin, lui aussi, de changer d'air, Emmanuel Bourman. C'est-à-dire, pour Emmanuel Bourman, il avait envie de changer d'air. Et il n'y avait pas 150 structures qui pouvaient lui apporter un statut de leader. Chez Cofidis, il aura un statut de leader. Donc ça a joué énormément, je pense, pour le coureur allemand. Et puis je pense qu'il avait vraiment envie de changer d'air. Là, chez Bora, on voit bien que c'était
ça allait pas très bien depuis quelques temps. C'est quand même un mec qui a fait 7ème d'un Giro aussi, hein, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je pense que c'est vraiment un bon choix de la part du coureur allemand et c'est un très bon choix de la part de la Cofidis. Je trouve que Cofidis, il y a eu un peu réunion de crise pour essayer de trouver des bons coureurs en recrutement. Pour l'instant, je trouve que c'est intéressant chez les garçons. Info autre que les transferts, info, c'est la retraite de Kevin le Danois. J'allais dire Kevin Vauquelin, non, c'est pas le même Kevin chez Arkea, le coureur pro qui a décidé de prendre sa retraite avec effet immédiat après le Tour du Limousin. Ça fait partie des nombreux champions du monde espoir qui n'ont pas percé chez les élites. Par exemple Baroncini qui pour le moment a un petit peu du mal chez UAE. Ça fait partie, Fedorov aussi, qui n'est pas exceptionnel chez Astana, ça fait partie des nombreux champions du monde espoir qui jusqu'à maintenant n'ont pas réussi à s'exprimer. Lui, il est resté 10 ans dans la même structure. Les résultats de Kevin le Danois étaient quand même loin d'être exceptionnels par rapport à, encore une fois, ce titre de champion du monde espoir. C'était quand même aussi sur un terrain qui était particulier. C'était les championnats du monde aux États-Unis. Le parcours n'était pas fantastique aux États-Unis et chaque titre avait été un petit peu surprenant. Donc c'est peut-être ce qui avait joué pour lui. Mais ouais, être champion du monde espoir n'assure pas des victoires ensuite plus tard. Chez les juniors, on a plutôt la corrélation quand tu es très bon chez les juniors, tu es très bon chez les élites. Mais la catégorie espoir, c'est plus complexe. Et même encore aujourd'hui, vous avez des mecs qui sont champions du monde espoir et qui, derrière, sont pas excellents chez les élites. C'est ce qui est arrivé à Kevin le Danois. Peut-être aussi, ça aurait été intéressant à un moment de changer d'équipe. Peut-être de redescendre d'un cran, de redescendre de 2 crans, ce qu'a fait Alexandre Delettre, pour tenter de se relancer, de se remettre, parce qu'au final, Kevin le Danois, il est resté dans la même structure et ça n'allait. Il n'y avait pas les résultats. Bon, lui, il l'a dit très clairement, ça faisait depuis mai qu'il a envisagé de prendre la retraite cette année parce que il n'arrivait plus à se donner à 100% pour le métier de coureur cycliste et que c'était devenu trop compliqué pour lui. Et puis, ouais. Là, je pense qu'il s'est dit, il n'avait pas envie d'être un poids pour l'équipe. Ce que j'ai retenu du communiqué de Arkea, c'est qu'il a dit il ne voulait pas être un poids pour l'équipe. Et je pense que il voulait finir sur le Tour du Limousin. Il disait je ne voulais pas vraiment finir de cette manière-là en cours de saison. C'est toujours un petit peu particulier. Parce que je ne suis pas sûr qu'on retienne sa fin de carrière non plus à Kevin le Danois. Mais il disait là, j'avais plus la tête au cyclisme. Et je voulais pas qu'on me prenne jusqu'à la fin de saison et que j'arrive pas à mettre un pied devant l'autre, quoi. Grosso modo, c'était un petit peu l'idée. Transfert avec effet immédiat, Alberto Bettiol. Alors là, c'est la grosse surprise du côté de Astana, le champion d'Italie qui quitte l'AEF. Grosse surprise pour moi. Ça avait fait la même chose avec Dylan Teuns parce que j'avais pas l'impression qu'il était mal chez EF. Souvent, c'est quand les coureurs se sentent moyennement bien. Là, j'avais pas l'impression qu'il était dans une situation terrible chez EF. Pour Astana, c'est une bonne recrue. Après, est-ce que Bettiol te permettra de sauver tes miches en World Tour ? C'est quand même, il faudrait quand même l'année prochaine qu'il fasse une saison à 45 victoires ou à 50 victoires. Vu le retard qu'ils ont, Astana, pour le moment, c'est pas avec Bettiol que tu vas faire 45-50 victoires. Bettiol, c'est un coureur qui est pas mauvais, mais c'est pas le coureur qui va gagner 10 courses par an. Mais je suis assez surpris parce que chez UF, il fait plutôt une bonne année. Bettiol, on l'avait vu notamment sur Milan-Turin. Donc ouais, pour moi ça a été une surprise. Voilà, je pense que ça a été une surprise pour pas mal de gens de le voir aller chez Astana. Mais si Astana pense qu'en recrutant Bettiol, c'est ça qui va les amener... il aurait mieux fallu recruter Jasper Philipsen que Bettiol, je pense. Si tu veux vraiment sauver tes miches en World Tour, et même avec Philipsen, je suis pas sûr que ça suffise. Donc là, Bettiol, c'est bien,
mais ça va peut-être pas être suffisant. Après, tu sais que c'est un mec qui est capable de t'apporter 1000 points UCI, je pense, dans l'année, 1000, 1200, 1300 points UCI. Mais il manque plus que 1300 points UCI pour rester en World Tour du côté de cette formation. Après, peut-être que Bettiol s'est dit, y a pas mal de coureurs qui ont mon profil, il y a Benelli aussi, j'ai peut-être plus forcément le statut de leader sur les courses punchy, et je veux partir avant de me retrouver à être obligé de rouler pour Benelli. C'est peut-être ça aussi qui a motivé Alberto Bettiol. Lennart Kemna, qui rejoint la Lidl Trek. Kemna, c'est un coureur qui est atypique. C'est un super baroudeur, mais c'est pas un coureur qui a envie d'être leader. Bon, c'est comme ça. Est-ce qu'il va trouver sa place chez Lidl Trek? C'est la grande question. C'est quand même aussi une grosse structure. Tu vois, il serait allé chez Cofidis, j'aurais dit, ah oui. Là, je me serais dit, ah oui, c'est pas mal, tu vois, Kemna chez Cofidis. Même s'il est leader, il n'aura peut-être pas forcément non plus trop de pression sur les épaules, surtout avec Dylan Tuns. Ou chez Groupama, je me serais dit, ah oui, bah tiens, belle recrue chez Groupama. Là, chez Lidl Trek, c'est quand même encore une grosse structure. Je sais pas s'il va pouvoir exprimer pleinement son talent. Je pense qu'il sera équipier. Mais après, bon, c'est aussi l'équipe de Giulio Ciccone. Donc ça veut dire du côté des baroudeurs qui vont aller chercher des victoires d'étape, c'est une équipe qui laisse faire Lidl Trek. Mais je sais pas s'il va se retrouver à être équipier ou s'il aura quand même la possibilité de s'exprimer du côté des échappés. Mais c'est vrai que moi, Lennart Kemna, c'est toujours un petit peu une déception pour moi parce que je pense qu'il a le talent pour être leader et qu'aujourd'hui, c'est mentalement qui se freine mentalement à ne pas être leader. Pour moi, il aurait les capacités physiques d'être leader. Mais je rappelle que leader, c'est pas seulement les capacités physiques, c'est aussi les capacités mentales, c'est aussi les capacités à réunir autour de toi. Et c'est peut-être là où c'est problématique pour Lennart Kemna qui avait déjà fait une dépression il y a quelques années. Bah tiens, en parlant de dépression, alors on va passer là-dessus. C'est Leo Etter, le frère de Ethan, qui a décidé de faire une pause. Voilà, il était chez Ineos, Leo Etter, mais dépression. C'est la difficulté déjà de passer derrière un frère. Demander à Ralf Schumacher notamment et à d'autres, c'est vraiment pas facile quand vous avez un frère qui est pas mauvais d'arriver derrière et d'arriver quand vous êtes surtout un peu moins performant que lui ou que ça marche pas tout de suite, c'est pas forcément évident. Et puis ça rappelle aussi que maintenant les coureurs sont mis sous pression de plus en plus jeunes. Parce que les grosses structures veulent déceler le futur crack à 21, 20 ans, 18, 19 ans et qu'on les fait monter de plus en plus tôt en World Tour. C'est pas forcément bon pour la santé mentale, puis surtout dans des structures comme Ineos où on est sur des méga structures, c'est pas forcément facile de grandir dans ce genre de situation, donc on espère qu'il va se soigner correctement et puis on espère le revoir en 2025, en 2026 plutôt, parce qu'en 2025 il semblerait que ça soit mort chez Ineos. Peut-être aussi qu'on le reverra peut-être en 2025, au mois d'août 2025, il sera allé chez Groupama, chez Cofidis, il sera dans une autre structure. Mais là, c'est vrai que c'est compliqué pour les Wetter parce qu'il est à la fois dans la même structure que son frère, donc forcément il y a la comparaison. Il arrive en plus en ayant eu quand même des résultats chez les jeunes. Derrière, la pression est démentielle. La pression est démentielle sur ses épaules et là, je crois que c'est ça qui a été compliqué à gérer pour lui. Dernière slide des recrutements avec déjà des recrutements féminins pour l'équipe Cofidis féminine. Le recrutement de Marion Boras, la spécialiste de la piste qui était chez Saint-Michel Mavic Aubert 93, déjà 5e de Paris-Roubaix, qui va donc chez Cofidis. Ça va être un gros apport pour Victoire Berthaud, notamment pour les sprints, parce que Marion Boras, déjà elles se connaissent. Il y a l'équipe de poursuite, c'est un gros moteur Marion Boras sur la piste, notamment dans l'équipe de poursuite par équipe. Donc ça peut être très intéressant, à la fois pour Victoire Berthaud, à la fois aussi pour Valentine Fortin, donc pour les sprints du côté de cette Cofidis. Et puis on a également Amalie Didier Eriksson,
La Danoise qui était devenue championne du monde en 2016, Amélie De Dierckxen, 14 victoires chez les professionnels. Là aussi, je pense pour emmener les sprints, pourquoi pas De Dierckxen. Elle avait été championne du monde à Doha, où elle avait battu Kirsten Wild ou Lotta Intala, notamment. Ce jour-là, sur cette épreuve, où ça avait été un sprint massif. Amélie De Dierckxen, dans ses gros résultats, elle a remporté le Ronde van Drenthe, le Bols Ladies Tour également, 3 étapes du Bols Ladies Tour. Troisième des championnats du monde, c'était en 2017 avec la côte du Saumon. Deuxième également du Lotto Belgium Tour en 2015. Mais c'est vrai que ça fait depuis quelques temps que les résultats sont un peu moins bons. Alors c'est une fille qui est pas mauvaise sur les classiques aussi. Sa dernière victoire, c'était en 2023. Au GP EcoStruck, et ensuite c'était les championnats du Danemark qu'elle a remporté en 2021 pour la course sur route et en 2020 pour la course en ligne et en 2019 de nouveau pour la course sur route. Donc c'est vrai que ces derniers gros résultats sur des grosses épreuves, ça date de 2018, donc ça fait 6 ans, et pourtant elle n'a que 28 De Dierckxen, donc peut-être qu'on va réussir à la relancer du côté de cette formation Cofidis. Marco Haller qui rejoint la Tudor. Super coureur pour emmener des sprints, Marco Haller. Super équipier, Marco Haller. Chez Red Bull Borans Grohe, c'est sûr qu'il n'avait peut-être pas forcément l'opportunité ces derniers temps d'aider. Donc c'est un coureur qui a toujours des capacités de faire des bonnes choses, et notamment en tant qu'équipier. Donc c'est un coureur qu'il va falloir suivre. Et puis 2 très jeunes coureurs. On commence avec Arten Schmidt qui était dans l'équipe d'Axel Merckx, l'équipe de Hagens Berman Axeon, donc qui rejoint la structure Ineos pour 2 ans. Coureur, c'est pas le premier transfert entre ces 2 équipes. Coureur qui en termes de résultats cette année a fini 7ème de la dernière étape du Giro Next Gen, 5ème de la Copa dell'Apache, 2ème du classement de la montagne de l'Alpe Isère Tour, champion des États-Unis du contre-la-montre également, espoir pour ce jeune coureur. Voilà, que j'ai pas beaucoup d'autres résultats. Une victoire d'étape sur l'Estrian Spring Trophy, c'était en 2023 pour ce coureur plutôt sprint punchy. Je suis pas totalement convaincu que ça marchera parce que les résultats sont pas si impressionnants que ça chez les jeunes, mais bon, peut-être que chez Neos on a décidé quelque chose. Et puis Stefan de Schrittener, coureur belge, vainqueur d'une étape cette année sur le Giro Next Gen au sprint, c'était du côté de Cremona, 2ème du Grand Prix de la ville de Perranchy, donc vous avez compris que c'est quand même plutôt un sprinter. Il avait battu Tottenberg, qui est plutôt une référence chez les jeunes, notamment, et Paul Magnier dans ce sprint à Cremona. Donc c'est un bon sprinter qui rejoint donc l'équipe 1 de la Lotto, peut-être dans un premier temps pour aider Arnaud Delis, et puis ensuite en essayant de s'élever, de grimper, de monter par ses propres ailes, avec, il faut bien le dire, 6ème de l'Olympias Tour, 2ème du Tour du Loir-et-Cher, voilà, pour les courses jeunes, donc c'est plutôt des bons résultats pour ce coureur-là. Et bien voilà, c'était les derniers transferts dont on devait parler. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Meilleure Production. Ciao, ciao!